commencer par toi, puisque Oui. c'est la galanterie, t'as votre chance. Bonjour à tous. Donc nous démarrons cette intervention sur les redressements d'entreprise et on ira jusqu'au plan de cession d'une entreprise à la barre. Donc je suis Virginie Verfailly, avocate spécialisée en restructuring depuis plus de 20 ans, exerçant au sein du cabinet Valoren, et je vais laisser la parole à Christophe Thévenot qui va démarrer après que chacun se soit présenté. Bonjour à tous, bonjour à ceux qui sont dans la salle, bonjour à ceux qui sont derrière leurs écrans, je sais pas où sont les caméras, donc bonjour à ceux qui nous écoutent en télétransmission. Donc moi je suis Christophe Thévenot, je suis administrateur judiciaire depuis une vingtaine d'années et je suis ancien président du Conseil national des administrateurs et mandataires judiciaires. Et tout à l'heure, dans un instant, je vous parlerai de la boîte à outils classique en matière de redressement judiciaire, sauvegarde, un tout petit peu prévention, mais plus rapidement. Et je laisse la parole à Thierry. Voilà, Thierry Baquet, bonjour. Bonjour à tous ceux qui sont présents dans la salle et devant vos écrans. Donc Thierry Baquet, j'exerce le métier d'expert comptable et de commissaire aux comptes et je suis spécialisé entreprise en difficulté depuis un peu plus que madame, à peu près une trentaine d'années. Et j'aborderai une notion qui vous est familière, mais on va peut-être l'approfondir, la notion de cessation des paiements. Voilà. Mais alors juste au préalable, je tenais à faire 2-3 petits points. Le premier, c'est, je sais que la profession n'a vraiment pas l'habitude d'aller voir les tribunaux de commerce, mais à force de rencontrer des magistrats et des présidents de tribunaux de commerce, il faut vraiment ne pas avoir peur d'y aller. Christophe nous parlera de la boîte à outils. Je pense que la boîte à outils est largement pleine. On ne pourra pas aller plus loin en matière législative, je pense. Vous avez de la conciliation à la sauvegarde en passant par le redressement judiciaire, vous avez vraiment tous les outils pour sortir de cette crise. Ensuite, je rappelle quand même qu'étant président du CIP 75 et tous les autres présidents, bien sûr, de la Grande Couronne et de la Couronne parisienne, nous sommes à votre disposition, y compris pour vous, experts comptables, pour vous accueillir. Je vous rappelle que le CIP, c'est anonyme, confidentiel et gratuit. Et donc, n'hésitez pas à venir nous voir ou envoyer vos clients. Voilà, je voulais simplement faire un petit préambule. Tu peux passer le slide juste après? Ah oui, pardon. Donc on avait prévu quelques questionnements. Celui d'après encore. Celui d'après encore. Le slide. D'accord. Ah oui, tiens. Oui, pardon. Tiens, Christophe. Ça ne marche pas? Plus simple. Alors j'espère que sur les écrans de télévision ça fonctionne. Donc ça c'est nos photos, c'est bien pour nous reconnaître. Donc Laurent Benozidis se cache dans la salle. Voilà. Et donc l'idée c'était de répondre à ces questions rapidement. Qu'est-ce qu'un mandat ad hoc, conciliation, sauvegarde, redressement, le plan de cession et on va en parler dans un instant, la cessation des paiements. Alors, je vais vous présenter ici, à partir d'un schéma général, la boîte à outils dont disposent les chefs d'entreprise et que leur conseil étant les experts comptables, les commissaires aux comptes, les avocats. Donc, vous êtes le public tout à fait idoine pour parler et aider les chefs d'entreprise à prendre les bonnes décisions. Pardon pour ceux qui connaissent déjà bien la matière. Puisque je vais rappeler la boîte à outils dans ses grandes généralités. Et pour ceux qui la connaissent moins bien, c'est l'occasion de refaire un panorama. Peut-être juste un élément de contexte et de rappel important en raison de la crise Covid. On va détailler tout à l'heure la notion de cessation des paiements, qui est un des axes que vous voyez sur le schéma qui est là. Et la cessation des paiements, c'est un élément déclencheur de l'obligation ou du choix pour le chef d'entreprise, l'obligation d'aller en redressement judiciaire, de solliciter un redressement judiciaire dans un délai de 45 jours, ou la possibilité de solliciter une conciliation, toujours dans un délai de 45 jours, après la constatation de cette cessation des paiements. Les mesures Covid ont suspendu entre le 12 mars et jusqu'au 23 août, cette obligation est le point de départ du délai de 45 jours pour aller au tribunal de commerce ou au TJ si ce sont des sociétés civiles
pour faire une déclaration de cessation des paiements. Donc il y a eu cette période de gel, de suspension, pour évidemment aider les entreprises compte tenu du contexte. Ce qui veut dire que depuis le 24 août, le délai de 45 jours a redémarré. Et donc vous avez probablement chez vos clients des sociétés qui sont en cessation des paiements parce que la dette s'est accrue pendant cette période. Elles n'ont pas les liquidités, donc ce délai court. Et 24 août plus 45 jours, ça fait 7 octobre. Donc c'est une notion importante dont il faut se souvenir. Alors je reviens sur la boîte à outils classique, pas forcément affectée par les mesures Covid. Et dans le schéma que vous avez donc, derrière nous et à l'écran, vous avez ces deux axes, un axe vertical, un axe horizontal. L'axe horizontal, vous avez au-dessus les procédures qui sont publiques. Il y a une inscription au CABIS, donc tout le monde est au courant. Les créanciers sont avisés. Et ce sont des procédures collectives. J'écarte le cas très particulier de la SFA, qui est une sauvegarde financière et dont les créanciers ne sont que les créanciers financiers. Mais c'est une procédure collective qui affecte la totalité des créanciers de l'entreprise. Donc, c'est un processus judiciaire, public, collectif. En dessous de cet axe horizontal, on a placé les procédures qu'on appelle amiables dans notre jargon et qui ont la particularité de n'être pas publiques, même d'être confidentielles. C'est expressément prévu par la loi. Elles sont protégées par la confidentialité. Il y a d'ailleurs de la jurisprudence qui a condamné en tout cas organe de presse pour avoir divulgué l'existence et les négociations au cours d'une conciliation. Donc elles sont amiables, c'est-à-dire qu'elles sont consensuelles, là où l'aspect judiciaire des procédures collectives est plus coercitif. Le tribunal tranche, le tribunal impose des décisions, impose des délais, en particulier de paiement aux créanciers, en procédure amiable, consensuelle, que sont le mandat ad hoc et la conciliation. Il s'agit de trouver un accord entre les créanciers et l'entreprise. Donc cet axe horizontal, il est important et dans cette boîte à outils, lorsque un de vos clients vous consulte, il faut donc examiner quelles sont les possibilités, vers quelle procédure les orienter. Et il y a donc un deuxième critère très important qui est le critère de la cessation des paiements. On y reviendra tout à l'heure plus en détail, mais la définition, c'est la cessation des paiements, c'est quand on ne peut pas faire face à son passif échu avec son actif disponible. C'est assez simple. Lorsque la société est dans cette situation, elle doit demander, dans le délai de 45 jours, je l'ai dit tout à l'heure, la procédure de redressement judiciaire. Elle peut aussi, c'est celle qui est donc dans les procédures collectives, elle peut aussi, sous ce même délai de 45 jours, solliciter l'ouverture d'une procédure confidentielle de conciliation. Donc il y a ce premier choix en fonction de la situation de la société. Lorsque la société présente des difficultés mais qu'elle n'est pas en cessation des paiements, elle peut solliciter l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, qui est une procédure collective, publique, qui gèle la totalité du passif, qui s'adresse donc, qui touche la totalité des créanciers, son caractère collectif. Impérativement, la loi précise que la société, pour en bénéficier, ne doit pas être en état de cessation des paiements. Toujours dans cette idée de cette consultation de votre client qui vient vous voir, si la société n'est pas en cessation des paiements, elle peut évidemment aussi demander l'ouverture d'une procédure de conciliation et elle peut aussi demander l'ouverture d'une procédure de mandat ad hoc. Le texte n'est pas précis sur l'obligation de ne pas être en cessation des paiements pour le mandat ad hoc et la jurisprudence varie selon la pratique, selon les tribunaux. Certains tribunaux vont exiger une attestation de non-cessation des paiements pour ouvrir un mandat ad hoc, alors que ce n'est pas requis par les textes. Et d'autres vont accepter d'ouvrir le mandat ad hoc, puisque rien n'est précisé justement dans les textes, mais en sollicitant du mandataire ad hoc et du chef d'entreprise une information rapide
sur l'éventuelle cessation des paiements et les conséquences qui en découlent. Voilà, une fois qu'on a ce premier panorama avec ces deux actes qui sont deux critères importants, est-ce que je veux une procédure, est-ce que je peux avoir une procédure amiable confidentielle, ou est-ce qu'elle doit être, ou est-ce que je préfère qu'elle soit collective? Premier point. Deuxième, où en est l'état de cessation des paiements qui ouvre la porte à la sauvegarde s'il est absent et conduit plutôt vers la conciliation ou le redressement judiciaire, pardon, j'en ai pas parlé, ou la liquidation judiciaire, si l'état de cessation des paiements est présent. Alors, là aussi, à quoi servent ces procédures? Qu'est-ce que c'est? Je reste encore dans des généralités, mais mandat ad hoc et conciliation ont le même objectif, trouver un accord consensuel entre l'entreprise et ses principaux créanciers avec l'aide d'un mandataire ad hoc ou d'un conciliateur qui est désigné par le président du tribunal à la requête de l'entreprise. À ce stade, peut-être je peux le dire, lorsque est sollicitée l'ouverture d'une sauvegarde, d'un redressement, d'un mandat ad hoc ou d'une conciliation, dans sa requête ou dans sa déclaration de cessation des paiements, le dirigeant peut solliciter le nom d'un administrateur judiciaire, spécifiquement, ou d'un mandataire ad hoc ou d'un conciliateur. Donc il peut demander au président ou au tribunal la désignation de tel ou tel professionnel. C'est le tribunal, la juridiction qui décide, mais la plupart du temps, le professionnel sollicité sera désigné. Donc, à quoi servent ces procédures de mandat de conciliation? Négocier un accord amiable, consensuel, qui assure une pérennité à l'entreprise. C'est vraiment la notion ou la définition de ces procédures. Elles sont extrêmement identiques, mandat ad hoc et conciliation. Le mandat ad hoc est évoqué dans un article du Code de commerce, et je dis évoqué puisque le texte dit sans préjudice de l'ouverture d'une procédure de conciliation, le président peut ouvrir un mandat ad hoc, virgule, et on parle de la conciliation. Donc c'est vraiment une notion extrêmement souple, ouverte, très peu encadrée. Et quand je dis très peu encadrée, c'est qu'il n'y a pas de limite dans le temps. Donc la procédure est ouverte généralement par le président pour une durée de 3-4 mois renouvelable, mais ça peut être 6 mois, ça peut être moins, donc c'est vraiment au cas par cas, ad hoc. Là où la procédure de conciliation est encadrée dans le temps. Elle durera au maximum 5 mois. Et à la fin d'une conciliation de 5 mois, dans le cadre général, il y a eu des aménagements sur les ordonnances Covid du mois de mars et du mois de mai. Lorsque la conciliation se termine au bout de 5 mois, on ne peut pas ouvrir une nouvelle conciliation avant un délai de 3 mois. La plupart du temps, si on a besoin de continuer à négocier, on va ouvrir une conciliation. Au bout de 5 mois, on bascule en mandat ad hoc pour poursuivre les négociations dans un cadre juridique sécurisé et on réouvre une conciliation au besoin. Ces procédures se terminent comment? Donc, je l'ai dit, par la signature d'un accord. Dans le mandat ad hoc, c'est un accord transactionnel qui a force de loi entre les parties. Et j'allais dire, ça s'arrête là. Dans la conciliation, cet accord peut soit avoir force de loi entre les parties et il ne se passe rien de plus, on ne sollicite pas du tribunal de décision supplémentaire, premier cas. Deuxième cas, les parties vont solliciter du président du tribunal le constat de cet accord. L'avantage de ce constat est qu'il donne force exécutoire à l'accord et donc permet aux parties, notamment aux créanciers, d'avoir en main un titre exécutoire, donc si les engagements ne sont pas respectés, de pouvoir procéder à des mesures d'exécution sans avoir à revenir devant un juge. Donc, première solution, un accord qui a force de loi entre les parties. Deuxième solution, un constat. Troisième solution, l'homologation de l'accord par le tribunal, cette fois-ci, non plus par le seul président. L'homologation de l'accord présente d'autres caractéristiques et avantages. D'une part, cette homologation permet, lorsque de la new money, pardon pour l'anglicisme, est apportée par une partie, de conférer un privilège à cette new money en cas de défaillance ultérieure.
Et l'homologation permet aussi et surtout de ne pas remettre en cause, en cas de défaillance future, la cessation des paiements, de ne pas remettre en cause la date de cessation des paiements qui reste figée à la date de l'homologation de l'accord. Le tribunal ne peut pas remonter plus en amont. Et nous verrons tout à l'heure quelles conséquences favorables ça a pour l'entreprise, mais aussi pour ses créanciers. J'avance rapidement, vous me dites si je suis trop long. Donc ça, c'est pour les deux procédures mandat ad hoc conciliation. J'oubliais un point qui figure dans le petit carré bleu cession. La conciliation peut avoir pour objectif de préparer un plan de cession en redressement judiciaire. C'est une solution qui parfois est extrêmement utile, puisque on peut avoir affaire à une entreprise dont la rentabilité est tellement dégradée que le poids de la dette n'est plus supportable, mais qui est encore rentable, en tout cas équilibrée, et faisant le constat qu'elle ne pourra pas rembourser cette dette et qu'aucun accord amiable n'est possible, on va, dans un cadre confidentiel, rechercher des repreneurs et ouvrir une procédure de redressement judiciaire en démontrant au tribunal que la recherche de repreneurs est issue d'un process professionnel. Dit autrement, on ne vient pas avec le repreneur copain sous le bras. On va chercher des vrais repreneurs, quitte à essayer d'organiser une compétition en amont, que l'entreprise soit de petite, moyenne taille ou de grande taille. Et si le tribunal estime que ce process a été correctement tenu, ouvre le redressement judiciaire et fixe immédiatement la date très rapprochée, à quinzaine, d'examen des offres. Ça peut être à quinzaine, ça peut être à 1 mois, ça peut être à 2 mois. Mais l'idée est de très rapidement avoir un changement d'actionnaire par une cession des activités, des actifs, des contrats qui sont associés au fonds de commerce. Donc la conciliation en pré-PAC, cession, là aussi, pardon pour l'anglicisme. Les procédures du dessus, et là encore je fais des généralités, pardon pour ceux qui connaissent déjà bien la matière. Sauvegarde, redressement judiciaire. L'effet principal de la sauvegarde et de redressement judiciaire, c'est de geler les dettes. C'est un phénomène dans tous les pays d'Europe. Dès qu'il y a insolvabilité, les dettes sont gelées. Donc on dit à tout le monde pousse, messieurs les créanciers, vous attendez, et en sauvegarde et en redressement judiciaire, on va examiner. Quand je dis on, c'est le chef d'entreprise, ses conseils, l'administrateur judiciaire désigné, avec les avis aussi des salariés, du mandataire judiciaire, si l'entreprise est capable de se retourner. Pour cela, en sauvegarde et en redressement judiciaire, une période d'observation est ouverte, période d'observation qui en général est ouverte pour 6 mois, renouvelable une fois, renouvelable exceptionnellement une 3e fois à la demande du procureur. Il faut savoir que dans les futures transpositions du règlement européen, cette période sera limitée à 12 mois. Mais donc, ça fait déjà une période assez longue pour engager les restructurations. Et dans le redressement, comme dans la sauvegarde, j'évoque 2 ou 3 outils principaux et un petit peu massus ou massifs pour abaisser le seuil de rentabilité. Le premier d'entre eux, c'est la faculté de résilier des contrats, que ce soit des contrats de location, des contrats de crédit-bail. Et on voit très bien l'exemple type d'un transporteur qui a 50 camions, si possible avec 50 contrats, et pas un seul, et qui a perdu la moitié de son chiffre d'affaires. On ouvre un redressement ou une sauvegarde, et en examinant les chiffres, l'administrateur judiciaire va résilier la moitié des contrats en disant au loueur ou au liseur: je résilie à compter d'aujourd'hui, les camions sont dans la cour, venez les chercher dès demain. Et on arrête de payer évidemment dès demain les loyers. Donc vous qui êtes des professionnels, vous comprenez tout de suite que le seuil de rentabilité, tchac, fait un pas important vers la baisse. Deuxième outil, malheureusement, je reprends toujours l'exemple par exemple de mon transporteur, c'est de procéder à des licenciements pour motif économique, avec l'autorisation du juge-commissaire, mais dans des délais relativement courts, avec des consultations évidemment des institutions représentatives du personnel, dans des délais un peu raccourcis par rapport au droit commun, mais là aussi dans l'espace de, on va dire,
4 à 6 semaines après l'ouverture d'un redressement judiciaire ou d'une sauvegarde. En sauvegarde et en droit commun, donc en redressement judiciaire, on peut là aussi baisser la masse salariale avec ces licenciements pour motif économique. Donc objectivement, et je l'ai vu dans des dossiers, on peut avoir arrivé à une société qui n'est pas rentable et 3 mois plus tard, l'être redevenu parce qu'on a su, grâce aux outils de la loi, abaisser ce seuil de rentabilité et donc envisager, parce qu'un EBITDA positif se recrée, à ce moment-là, un étalement de la dette du passif qui a été gelé. En sauvegarde comme en redressement judiciaire, cet étalement peut être de 10 ans, même si les tribunaux préfèrent en sauvegarde accorder des délais un peu plus courts, de l'ordre de 6 à 7 ans. Mais la loi prévoit, et dans certains cas, on peut le démontrer, qu'un délai de 10 ans est nécessaire. J'entre un tout petit peu dans le détail, ce remboursement sur 10 ans n'est pas nécessairement linéaire, 10% chaque année. Il peut être progressif, c'est-à-dire peu au début et un peu plus à la fin. J'ai parlé tout à l'heure des licenciements pour motif économique. C'est une des mesures, évidemment, que les entreprises adoptent lorsqu'elles sont en bonne santé. Un PSE ou une mesure de licenciement dans une petite entreprise a un coût, évidemment, puisqu'il y a un coût de licenciement. En redressement judiciaire et en sauvegarde, dès lors que l'entreprise démontre qu'elle ne peut pas payer ce coût, l'AGS, l'assurance de garantie, l'association de garantie des salaires, prend en charge ce coût de licenciement. Le prend en charge, c'est-à-dire que l'entreprise doit le rembourser. Mais elle pourra le rembourser avec des délais à négocier avec l'AGS, qui peuvent être de 12, 24 mois, parfois plus, c'est un peu du cas par cas. Mais là aussi, le redressement judiciaire ou la sauvegarde sont deux procédures très encadrées qui permettent, dans un certain nombre de cas, de restructurer l'entreprise. Après, il y a tout un tas d'autres facteurs, évidemment, il faut que le marché soit là, que les clients soient là, que les fournisseurs continuent de livrer, etc. etc. L'issue des plans, des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire, et j'en terminerai par là. En sauvegarde, l'issue, c'est le plan de sauvegarde, c'est-à-dire on s'est restructuré, on a retrouvé une capacité bénéficiaire, on propose aux créanciers un plan d'appurement, on leur demande leur avis, et par la voie du mandataire judiciaire qui aura recueilli les déclarations de créance. Le tribunal prend acte de ces avis, mais c'est le tribunal qui fixe le plan et donc qui impose les délais aux créanciers. En redressement judiciaire, l'objectif est la même chose, un plan. Mais si le plan n'est pas possible, et là c'est vraiment le rôle de l'administrateur judiciaire et des conseils autour de lui, soit dès l'ouverture, soit au bout de X mois, on fait un point régulièrement, on se rend compte que le plan ne sera pas possible. À ce moment-là, la solution B, c'est un plan de cession, c'est-à-dire trouver un nouvel actionnaire. Et je l'ai mis en anglais, asset deal. L'idée, c'est une cession de fonds de commerce. C'est-à-dire, on vend le fonds de commerce avec tous les éléments du fonds de commerce, sans les dettes. Et du point de vue de l'entreprise, c'est une poursuite d'exploitation. Du point de vue de l'emploi, c'est une sauvegarde de l'emploi, parfois partielle, puisque les repreneurs peuvent choisir, en fonction de leur propre projet, de ne pas poursuivre la totalité des contrats de travail. Et dans ce cas-là, les licenciements induits ne sont pas à la charge du repreneur, mais à la charge de la procédure. Donc, du point de vue de l'entreprise, c'est une poursuite d'activité, c'est un maintien à l'échelle de l'entreprise et à l'échelle du pays d'une fraction du PIB. Du point de vue du chef d'entreprise et de l'actionnaire, évidemment, c'est une perte puisqu'il y a changement d'actionnaire. En sauvegarde, le plan de cession n'est pas prévu. La sauvegarde a été instituée en 2005 comme une procédure préventive pour favoriser l'anticipation des difficultés par les chefs d'entreprise. Et pour favoriser cette anticipation, il y a plusieurs éléments favorables aux entrepreneurs, aux chefs d'entreprise qui sont souvent les actionnaires. Le premier d'entre eux étant que le plan de cession n'est pas prévu. Donc autant en redressement judiciaire, tout candidat peut se présenter en disant « moi je veux racheter », ça ne veut pas dire que ça sera vendu,
Autant en sauvegarde, le texte ne le prévoit pas. Enfin, je l'ai évoqué rapidement, si le redressement n'est pas possible et si en plan de cession il n'y a aucun repreneur, ou si la situation est tellement dégradée qu'on n'a pas le temps de chercher à trouver un repreneur, à ce moment-là, la liquidation judiciaire s'impose. En liquidation judiciaire, c'est l'arrêt de l'activité. Dans 99% des cas, dans un certain nombre de cas, il peut y avoir une poursuite d'activité, mais c'est l'exception qui confirme la règle. Liquidation judiciaire, arrêt de l'activité, cession des éléments d'actifs isolés et remboursement des créanciers. Juste un tout petit rappel de contexte général sur les statistiques des défaillances en France, sur deux éléments de statistiques. Sur une très longue période, sur 40 ans, le taux de défaillance d'entreprise par rapport au stock d'entreprise est de l'ordre de 1 à 1,2%. Et il y a en France, historiquement, entre 50 et 60 000 défaillances par an. Plutôt 50 000 avant la crise de 2008, plutôt 62 000 au pic d'après 2008, 2009, 10, 11, 12. Et ce nombre de défaillances en France, en 2019, était retombé à 52 000, c'est-à-dire un niveau largement inférieur avant crise de 2008. Dans les autres pays européens, ce taux, 1,2, 1,3, est sensiblement équivalent avec quelques disparités. Il est plus élevé en Angleterre, il est à peu ou prou équivalent en Allemagne, en Espagne ou en Italie. Pourquoi est-ce que j'évoque ce chiffre ? C'est parce qu'il faut, surtout en ces périodes où tout le monde est inquiet, se dire et se rappeler que 98,5% des entreprises vont bien. D'accord ? Alors elles ont des difficultés en ce moment, mais elles vont bien, donc je dis ça pour un peu délivrer un message positif à cette assemblée, et j'en profite. Sur ces 50-60 000 procédures annuelles, et l'RMS et d'autres organismes prévoient, post-crise Covid, un nombre de l'ordre de 62 000 procédures en 2021, donc un niveau équivalent à celui qu'on a connu après la crise de 2008. Je parle donc historiquement sur ces 60 000 procédures, on va dire, les 2/3 d'ouverture sont des liquidations directes. C'est-à-dire que dans le schéma qui est là, on est à l'extrême droite du schéma, liquidation immédiate, pas de redressement, pas de sauvegarde. Donc ça, c'est les 70% des procédures. Et sur les 30% de procédures qui restent, vous avez ouverture d'un redressement ou d'une sauvegarde. Et sur l'ensemble de ces procédures, vous avez à peu près un tiers d'entre elles, toutes tailles confondues, qui trouvent une solution. Solution, c'est un plan de redressement de sauvegarde ou une cession. Dans les deux cas, c'est une solution pour l'entreprise, pour l'emploi et pour l'activité. Ça, c'est toute taille d'entreprise confondue, et vous le savez aussi, 97% ou 18% des entreprises en France ont moins de 10 salariés. Si on fait un focus sur les entreprises qui font plus de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui ont donc un peu plus de salariés, ce taux de solution est d'environ 50%. Tout ça pour dire quoi ? Que ces procédures sont plutôt efficaces. Alors on peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Moi, je le vois plutôt à moitié plein, évidemment. Ce taux de solution en mandat ad hoc conciliation et aussi en sauvegarde est plutôt de l'ordre de 70 à 75%. Et ce que tout le monde, évidemment, admet, c'est que plus on anticipe, plus la probabilité de trouver une solution et d'éviter l'arrêt d'activité est forte. Il y a une deuxième raison, évidemment, à ces taux très disparates, c'est plus la taille de l'entreprise est importante, et plus sa probabilité de trouver des solutions est importante aussi. Pourquoi ? Parce qu'elle est mieux organisée en interne, elle a des ressources humaines, de comptabilité, de reporting, donc des capacités d'anticipation plus fortes. Il y a évidemment une espèce de cercle vertueux. Voilà, je vais peut-être m'arrêter à ce stade sur ce panorama des procédures qui n'a pas été chamboulé par les mesures Covid, hormis, encore une fois, cette cristallisation de l'état de cessation des paiements du 12 mars au 23 août dernier, et un certain nombre d'autres mesures que je ne détaille pas ici.
Super, merci beaucoup, Maître Thévenot. Oui. Juste deux petites choses pour la profession qui ont été dites, très importantes. Nous allons rappeler que le conseil, c'est-à-dire y compris nous, experts comptables, on peut proposer le nom d'un administrateur judiciaire. Dans le cas de la sauvegarde, c'était déjà prévu sur le 621-4, mais depuis la loi Pacte, en redressement judiciaire également. C'est-à-dire, n'ayez pas peur si vous avez un client en difficulté, de choisir, entre guillemets, même si ce n'est pas le cas, un administrateur qui serait tout à fait, qui correspondrait à l'activité et qui connaîtrait bien l'activité de l'entreprise. Autre chose très intéressante, c'est qu'en fait, nous avons parlé d'attestation de cessation de paiement, d'attestation de non, d'absence de cessation des paiements. Et là aussi, c'est important parce que pour la profession, on pourra vous demander cette déclaration. Et c'est pourquoi nous allons revenir sur la notion d'état de cessation de paiement, à savoir ce que c'est. Alors, et d'autant qu'elle est d'autant plus fondamentale que, vous l'avez remarqué dans le schéma, ça permet le choix de la procédure, c'est-à-dire vous êtes soit en sauvegarde, soit en redressement judiciaire. Ça va déterminer ce que l'on appelle la période suspecte, je vais le détailler, et malheureusement les éventuelles sanctions en cas de non-déclaration de cessation de paiement dans les 45 jours. Avec l'effet Covid, effectivement, comme le disait Maître Thévenot, donc il y aura un petit bémol, puisqu'on est au 23 août plus 45 jours, ça nous donne la date... 7 octobre. 7 octobre, voilà, tout à fait. Alors, qu'est-ce que l'état de cessation de paiement ? Alors, 631-1 du Code de commerce, c'est l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Alors... Et tout ça dans le délai de 45 jours, mais ça, j'y reviendrai pas. Alors, je vous rappelle que ce n'est pas une donnée comptable. C'est-à-dire qu'en fait, on a souvent dit, enfin la profession malheureusement disait, bon, non, je vais regarder ça sur le bilan et autres. Non, ce n'est absolument pas vrai. C'est pas du tout une analyse de l'alias fiscal ni de la balance. Et j'allais dire que chacun peut le faire en fait. Enfin, c'est assez terrible, mais c'est ça. Parce que qu'est-ce qu'on entend ? Alors, il y a un des confrères, François-Xavier Lucas, qui considérait qu'en fait que l'état de cessation de paiement, c'était une panne de trésorerie. Alors, on peut le considérer comme ça. Et donc, nous allons regarder qu'est-ce qu'il y a. Alors, attendez, parce que je dois voir. Alors, ces documents vous seront Voilà. disponibles, j'ai compris. Hein. Oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce que l'actif disponible ? Alors, l'actif disponible, c'est tout simple. C'est ce que vous avez sur vos comptes bancaires ou votre compte bancaire, et éventuellement ce qu'il y a en caisse. Voilà, donc on va pas plus loin. Nous allons aussi parler des réserves de trésorerie, c'est-à-dire que vous avez 10 000 euros en banque, vous avez un découvert autorisé de 40 000, ce qui fait 50 000 d'actifs disponibles, parce que vous pouvez tirer dans la limite de ce découvert. Les éventuels effets de commerce que vous pouvez escompter rapidement, et les éventuelles cessions de créances qui, là aussi, par cession d'AI, qui deviennent de l'actif disponible. Voilà. Je réserve d'avoir une ligne de DAI ouverte. Oui, et une ligne de dans DAI une ouverte. banque. Voilà, tout à fait. Et c'est fini. C'est-à-dire qu'on ne va pas parler du compte client, hormis si effectivement il est cédé, mais on ne va pas parler des stocks, on ne va pas parler des IMO, on parle de rien. Voilà. Donc l'actif disponible, vous avez vu que c'était quand même un versus très serré, c'est en fait ce que vous avez en poche. Alors, de l'autre côté, nous avons le passif exigible. Alors, le passif exigible, donc on a longtemps, enfin pas trop, mais on a quand même sur le passif exigible et exigé, donc tout ça c'est fini, donc il n'a pas besoin d'être exigé pour effectivement être exigible. Alors il s'agit du passif non contesté, exigible non contesté, c'est-à-dire c'est la date de facture, évidemment non contesté parce que si vous avez une facture et puis vous n'en êtes pas d'accord, on ne va pas le rentrer dans le passif exigible. Alors, la dette doit être certaine, liquide et exigible. Bon, ça, je ne vais pas revenir sur ces notions. Nous, alors là, au contraire du passif, c'est la même chose. Nous n'allons pas prendre ni les provisions, ni les éventuels litiges prud'hommes ou autres. Non, on va être sur l'exigibilité des fournisseurs, des créances, de l'URSSAF, etc. Alors, cette notion, vous avez vu que c'est quand même très simple. Actif disponible, passif exigible. Bon. Mais il se peut quand même que l'on
que l'on puisse étudier, j'allais dire, c'est des compléments d'information. Alors, je parlerai, par exemple, des premiers incidents de paiement. Au premier incident de paiement, vous commencez à vous dire que votre client, voilà, s'il a des rejets de chèques, s'il a d'autres difficultés, on peut commencer à s'inquiéter. Vous avez les inscriptions de privilèges. Alors, malheureusement, avec l'effet Covid, j'en ai un peu moins. Enfin, dans les dossiers, ça, ils sont un peu calmés. Mais c'est aussi une bonne vision pour voir si on est en difficulté ou pas. Vous avez des moratoires ou échelonnements de dette. C'est-à-dire que vous n'êtes pas forcément en état de cessation de paiement parce que vous avez négocié avec vos fournisseurs, mais vous vous dites qu'on est quand même un petit peu fragile. Là, on va revenir chez vous, confrères, hein, c'est l'analyse de la balance âgée. Alors, c'est vrai qu'on n'a plus l'habitude forcément d'en parler, de la balance âgée, mais quand vous avez votre crédit fournisseur qui passe de je sais pas, 60 à 90, voire 120 jours, vous vous dites également, tiens, il y a peut-être quand même des difficultés. Report d'échéance des effets de commerce, bon. Et voilà, sur cet ensemble, il faudra quand même se méfier. Le recours à des moyens ruineux, c'est-à-dire que vous empruntez à des taux à 15-20%, on peut le voir. Donc on se dit effectivement que l'entreprise va mal, même si on n'est pas facialement en état de cessation de paiement, on peut quand même s'interroger sur les moyens utilisés. Alors, cette notion d'état de cessation de paiement. Donc vous avez vu, c'est très simple, c'est même pas expertise comptable, c'est niveau, vous prenez les comptes bancaires, la caisse, et puis en face, vous prenez les factures dues, et les fournisseurs, et les créances URSSAF, TVA, etc. Alors, c'est très important cette détermination de l'état ou non de cessation de paiement, parce que ça vous permet de choisir la procédure, d'aiguiller vos clients dans telle ou telle procédure. Comme le disait Maître Thévenot, c'est-à-dire, OK, sauvegarde, on n'est pas en état de cessation de paiement, redressement judiciaire, on est en état de cessation de paiement. Ce n'est absolument pas la même chose. Le redressement judiciaire, c'est quand même encadré. C'est un peu plus, j'allais dire sauvage, c'est pas le terme, mais bon, que la sauvegarde où on est un peu plus souple. Ça va déterminer aussi ce qu'on appelle la période suspecte. Alors, la période suspecte, c'est la période qui s'écoule entre la date de cessation de paiement et l'ouverture d'une procédure. Voilà. Alors, là aussi, c'est pareil. Alors, vous avez bien compris qu'en sauvegarde, puisque nous n'étions pas en état de cessation de paiement, eh bien, fatalement, il n'y aura pas de période suspecte. Et qu'évidemment, si on le fait dans les 45 jours, on ne l'aura pas non plus. Donc, d'où l'importance de bien gérer cette définition. La période suspecte, alors pourquoi c'est intéressant? C'est qu'en fait, certains actes peuvent être annulés. Alors, si on a une période suspecte, par exemple, qui remonte à 1 an, vous avez des actes nuls de plein droit et des actes dont la nullité est soumise à l'appréciation du tribunal. Alors, soumis de plein droit, bah, c'est simple. Hein. Vous avez cédé à votre conjoint un immeuble qui était dans l'entreprise. Vous avez transmis à titre gratuit du mobilier, de l'immobilier, enfin, etc. Donc tous ces actes qui sont un peu douteux, évidemment, on les met en période suspecte et on peut y revenir. Donc attention, l'état de cessation de paiement, là encore, si on la détermine bien, ça va bien. Si on aiguille bien les dossiers, ça va. Mais si le tribunal remonte à 18 mois, qui est le maximum, la date de cessation de paiement, sur 18 mois, votre client aura pu faire quand même pas mal de bêtises. Les prises de garantie, les hypothèques sont annulées en période suspecte. Exact. L'idée, c'est de reconstituer l'actif de l'entreprise. Donc, et dernier point, ce sont les sanctions. Malheureusement, si vous n'avez pas déposé la déclaration de cessation de paiement dans les 45 jours, on peut considérer que le dirigeant a commis une faute de gestion, et qui dit faute de gestion dit sanction. Alors, évidemment, il faut l'avoir fait sciemment, parce qu'il fut une période où, OK, vous n'avez pas déposé dans les 45 jours, allez, patatras, vous êtes interdit de gérer, vous êtes en comblant de passif, etc. Ça, c'est quand même assoupli, je vous dis, ça fait quand même 30 ans que je fais ça. Alors au début, c'était régulier, enfin, c'est assez cyclique d'ailleurs, je ne sais pas si vous en êtes d'accord, mais avant, c'était régulièrement interdit de gérer et tout, les chambres de sanctions étaient saturées. Ça s'est un peu calmé, et là, ça a tendance à reprendre un peu. Donc il faut faire très attention.
Les sanctions éventuelles, vous avez effectivement l'interdiction de gérer, vous avez la faillite personnelle, la banqueroute, le comblant de passif. Tout ça, si l'entrepreneur est bien conseillé, logiquement, on ne devrait pas en arriver là, puisque vous avez l'apparition d'un terme depuis peu qui est l'intention, enfin le fait d'avoir fait ça sciemment. Hein, c'est un peu l'élément moral. Bon, vous avez des dirigeants qui ne connaissent absolument rien, qui sont à notre écoute et qui ne connaissent rien. Alors l'état de cessation de paiement, l'actif disponible, le passif, tout ça, ils arrivent à gérer, mais alors le reste, c'est un peu brouillon. Donc voilà, sur l'état de cessation de paiement, je pense qu'on peut peut-être voir s'il y a deux ou trois questions sur cette notion. Avant d'aborder la notion, peut-être Maître Thévenot, sur la modification du fait du Covid, c'est ce qu'on appelle la cristallisation. La cristallisation de l'état de cessation de paiement. De la cessation de paiement, ça y est, j'y suis. Donc voilà, parce qu'à partir du 12 mars et jusqu'à 7 octobre, c'est ça, vous n'êtes pas en état de cessation de paiement. Mais à partir du 7 octobre, il va falloir revoir effectivement cette oui, le délai de 45 jours a démarré depuis le 24 août. Voilà. Donc la cristallisation, la suspension de l'obligation de procéder à la déclaration de cessation de paiement dans un délai de 45 jours, c'est terminé le 23 août au soir. Donc à partir du 24, ça démarre. Donc la société qui est en cessation des paiements depuis au 24 a un délai de 45 jours pour prendre des mesures, donc conciliation, redressement, liquidation, le cas échéant. Voilà. Donc d'où l'intérêt de bien maîtriser cette notion et de prendre dans ces crises, cette crise économique et sanitaire, de bien vérifier que vos clients ne sont ou ne sont pas en état de cessation de paiement. Peut-être juste pour compléter puis faire le lien avec les mesures Covid, pour éviter la cessation des paiements, on a parlé de la réserve de crédit, par exemple un PGE qui est même un prêt, donc c'est du cash qui rentre. Il faut se rappeler que, vous le savez tous, les PGE sont possibles jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au 31 décembre de mémoire. C'est ça. Les entreprises qui sont en plan de redressement actuellement, en plan de sauvegarde, sont éligibles au PGE. Et les entreprises qui sont actuellement en redressement judiciaire, en période d'observation en sauvegarde, ouverte après le 31 décembre 2019 ou à partir du 1er janvier 2020, sont éligibles également au PGE. Après, évidemment, c'est à l'appréciation des banques d'octroyer ou pas, on connaît le sujet, mais il n'y a pas d'impossibilité textuelle pour ces sociétés en difficulté d'obtenir et de solliciter et d'obtenir des PGE. Oui, et notamment quand un plan de sauvegarde ou de redressement est présenté. Moi, je l'ai déjà vu. On a obtenu des PGE dans le cadre du plan. Pourquoi ? Parce que si les prévisions montrent que l'activité sera pérenne, les banques considèrent qu'il n'y a pas de risque de conversion en liquidation judiciaire. Donc, le PGE est soumis à une condition, c'est que le plan de sauvegarde ou le plan de redressement qui permet d'apurer le passif soit arrêté. Et ça, je l'ai obtenu. Enfin, on est plusieurs à l'avoir obtenu. Oui, sur 300 milliards, pour rebondir un peu sur les chiffres, sur 300 milliards, je pense que dernier élément, c'est 130 milliards de distribués. Donc il en reste un petit peu si vos clients ont besoin de PGE. Je rappelle qu'il y a des prévisions d'exploitation de trésorerie à émettre, mais il y a encore un peu d'argent si jamais le client passe une période un peu difficile. Oui, vous avez un vrai rôle à jouer, parce que les banques, quand même, examinent les demandes de PGE, prévision à l'appui. C'est pas complètement automatique. Quand une entreprise va très bien, habituellement, c'est plus souple. Mais nous, dans notre domaine, les banques sont assez exigeantes. On passe aux mesures Covid ou tu as fini, Oui, tout à fait. Alors, ça, pardon. Non, les sanctions, peut-on, voilà. Oui, alors, donc ça c'est ma partie. Juste avant, en écoutant Christophe et Thierry, j'ai recensé tous les travaux qui sont demandés aux experts comptables dans chacune de ces étapes.
Donc, quelle est en réalité votre valeur ajoutée et quels sont vos domaines, enfin les travaux que les tribunaux ou le président du tribunal dans les mesures de prévention sollicitent. Donc tout d'abord, lorsque nous allons voir le président du tribunal pour demander l'ouverture d'un mandat ad hoc ou d'une conciliation, il y a effectivement ces attestations qui sont signées par les dirigeants d'absence de cessation des paiements, en tout cas en conciliation depuis plus de 45 jours. Là-dessus, on s'appuie beaucoup sur vos travaux. C'est vrai que parfois on est tellement limite et pour autant on sait quand même que la conciliation permettra de sortir de cette situation. Eh bien, le dirigeant sait sa responsabilité, mais parfois accepte d'attester. Mais il est vrai que si on a une attestation d'un expert comptable, c'est vrai que c'est plus sécurisé pour tout le monde. Ce qui est obligatoire lorsqu'on dépose une requête en ouverture de conciliation, lorsque l'on dépose une requête en ouverture de mandat ad hoc devant le président du tribunal, ce sont des prévisions d'exploitation et même de trésorerie, puisque... Surtout de trésorerie. Exactement, puisque les mandataires ad hoc et conciliateurs, et au début le président du tribunal, qui va ouvrir ces mesures ou procédures, sont très attentifs à ce que sous leur mandat, l'entreprise ne génère pas de nouveaux passifs. Alors, parfois, on décide que l'entreprise générera un passif, notamment social, fiscal, mais à ce moment-là, on va faire des démarches auprès des organismes sociaux-fiscaux, soit en direct, soit via la commission des chefs de services financiers. Mais la règle, c'est de s'assurer, ou en tout cas que le passif qui sera généré sera maîtrisé. Donc là, vous avez clairement des dispositions qui prévoient ces prévisions. Ce sont les dispositions de l'article R611-22 du Code de commerce. Et lorsque, c'est vous qui êtes au quotidien avec les dirigeants, les entrepreneurs individuels, vraiment, ne serait-ce que pour des raisons de responsabilité, n'hésitez pas à les inciter à solliciter la désignation d'un tiers expérimenté pour les accompagner dans ces négociations, des tiers tels que Christophe. Vous avez un rôle très important et on ne prendra pas votre travail parce que jamais un mandataire ad hoc ou un conciliateur n'établira des prévisions. Jamais il ne prendra cette responsabilité, outre le fait qu'il n'a pas le temps de toute façon. Et très souvent, aussi bien les avocats que les mandataires ad hoc conciliateurs demandent des prévisions effectuées par des experts comptables et non pas par les seuls services financiers. Donc là, vous avez un rôle très important dans le cadre du conseil que vous dispensez à vos clients. En sauvegarde et en redressement judiciaire, c'est pareil, nous devons fournir des prévisions. Ce sont les articles R621.1 pour la sauvegarde et R631.1 pour le redressement judiciaire. Il faut savoir que en cas d'ouverture, je fais un inventaire à la Prévert parce que c'est en écoutant mes deux amis que j'ai descendu cette liste. Il faut savoir qu'en cas d'ouverture d'une conciliation, l'ordonnance est communiquée par le greffe au commissaire aux comptes. Elle suspend, tout comme la sauvegarde, la procédure d'alerte. Donc, vous serez en tant que commissaire aux comptes, de toute façon, si le dirigeant n'a pas eu la bonne idée de vous prévenir en amont, ce qui est normalement assez rare, mais je pense que ça arrive, vous serez de toute façon informé de cette ouverture. Conciliation et mandat ad hoc est communiqué au commissaire aux comptes. Donc, vous avez également un rôle important à jouer en cas d'ouverture d'une procédure collective, ce que nous avons vu sur le haut du slide de Christophe, qui sont des procédures officielles, puisque dans ces procédures, il faut savoir que la date d'entrée en jouissance, la date d'effet du jugement,
qui souvent est en milieu de mois, enfin en tout cas certainement pas c'est rare, sauf quand on le prépare vraiment bien, c'est rare que le jugement tombe le premier du mois. Vous avez les bulletins de paye à arrêter à la veille du jugement d'ouverture, vous avez les déclarations sociales et fiscales à arrêter à la veille du jugement d'ouverture, c'est essentiel, sinon on a des déclarations de créances à titre provisionnel qui sont énormes. Donc là encore, vous avez un rôle très important à jouer dans ces procédures. En matière de déclaration de créances, le juge commissaire peut exiger le visa de l'expert comptable ou du commissaire aux comptes. Ensuite, dans la phase de plan de redressement ou de plan de sauvegarde, là encore, les textes prévoient que nous devons joindre à ces plans des prévisions qui vont parfois, un peu après, ça revient à tirer le trait parce qu'on ne peut pas être grand clair, mais qui peuvent être sur plusieurs années. Pendant même la période d'observation, c'est-à-dire avant le plan, l'administrateur judiciaire établit des rapports réguliers et demande des prévisions pour démontrer au tribunal qu'on ne génère pas de nouveaux passifs, qu'on va tenir en trésorerie. Moi, quand je viens en audience d'ouverture des procédures, bien évidemment, je dois exposer au tribunal que l'entreprise pourra poursuivre son activité pendant cette période d'observation si je ne veux pas encourir une liquidation judiciaire. J'ai même vu en début de mandat des juges nous dire écoutez, vos prévisions d'exploitation font apparaître des pertes. Oui, c'est un peu pour ça que je viens aussi, mais donc je n'ouvre pas le redressement judiciaire. On a dû jongler dans certains dossiers. Bon, ça c'est au bout d'un moment, les juges prennent de la bouteille mais en tout cas, les prévisions d'exploitation sont très importantes. Les prévisions de trésorerie, elles, doivent montrer qu'on ne génère pas de nouveaux passifs. Parfois, il y a des dossiers exceptionnels où, évidemment, on ne mettra pas en liquidation judiciaire. Mais voilà. Donc, vous avez vraiment des rôles importants. Dans les plans de sauvegarde ou plans de redressement, on peut faire des plans avec des comités de créanciers qui vont adopter des plans à la majorité des 2/3, ça peut être très intéressant. Et vous avez un rôle important de conseil parce que vous connaissez les chiffres, vous êtes capable de calculer les majorités. Donc là encore, c'est important. Les administrateurs judiciaires constituent les comités avec les montants de créances arrêtés par les commissaires aux comptes. Donc vous voyez qu'à chaque stade de la procédure, vous avez un rôle à jouer, jusque malheureusement les sanctions, puisqu'il y a des cabinets d'experts comptables qui établissent des rapports pour fixer la date de cessation des paiements, pour voir si l'entreprise n'était pas déjà en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours au moment où elle a déposé. Donc voilà, c'était un petit peu le panorama que je voulais faire de votre mission. Je ne sais pas si j'ai oublié des choses, Thierry. Non, pas du tout. Non. On rappelle du rôle Christophe. important des experts comptables, oui, parce que en fait, Oui. nous sommes la clé de voûte. Je rappelle que c'est un travail d'équipe. Vous avez l'avocat, l'expert comptable, l'administrateur judiciaire, et moi j'y ajoute le magistrat, parce qu'il faut qu'il soit un peu au courant. Donc on a notre rôle à jouer dans l'établissement des prévisions. Les prévisions, c'est pareil, il ne faut pas avoir peur. Soit on perd beaucoup, mais si on doit s'arrêter de faire des prévisions parce qu'on est, on va dire, à dizaines de milliers d'euros près, ben non, on s'en fout. Soit on gagne beaucoup, soit on ne gagne pas. Soit on a la possibilité d'avoir une période d'observation qui se passe globalement bien, parce qu'on a un peu de trésor. Je vous rappelle qu'on a gelé l'intégralité du passif. Donc, logiquement, on doit avoir un petit trésor de guerre. Voilà, il faut que tout le monde soit au courant et c'est vraiment un travail d'équipe, tout ça. Et ne pas, c'est ce que je disais en préambule, ne pas avoir peur des tribunaux de commerce. Malheureusement, la profession n'a pas eu l'habitude d'aller fréquenter les tribunaux de commerce, mais malheureusement, on va y être confronté. Et je rappellerai également qu'il y a quand même un tas de missions complémentaires, comme le disait notre ami, un tas de missions complémentaires qu'entre l'attestation, l'établissement de prévision de trésorerie d'exploitation, l'assistance aux dirigeants, etc. Je pense qu'on a un grand rôle à jouer, et notamment là avec malheureusement le Covid, je pense qu'on va avoir beaucoup de travail, et dans les entreprises en difficulté, pour essayer de sauvegarder un maximum d'emplois et d'entreprises. Oui, pardon, j'allais compléter en matière de prévision. Donc nous, administrateurs, on s'appuie énormément sur le travail de l'expert comptable. Il faut que l'expert comptable bouscule un peu son client. Le challenge,
si je puis dire, et parce que certains de vos clients vont dire mais moi je ne sais pas faire de prévision, je ne sais pas quel sera mon chiffre d'affaires dans 2 mois. On l'entend souvent, certes, mais enfin si on part comme ça, effectivement on ne fait jamais de prévision. Donc c'est là où il faut un peu le prendre par la main en disant écoutez, on va regarder des historiques passés et notamment la saisonnalité et les variations mois par mois pour avoir une prévision qui soit la plus réaliste possible, même si personne n'est devin, évidemment. Le pire, c'est de recevoir une prévision parfois validée par un expert, où on a le chiffre d'affaires 100 000 chaque mois, les charges X par mois. Bon, bref, on a tiré un tableur Excel mois par mois, donc ça ne sert à rien. Et donc, quand on voit ça, on dit bon, écoutez, on peut avoir les historiques passés pour voir s'il y a une saisonnalité. Enfin, voilà, on pousse à ce que le travail soit fait. Donc, dans ce travail, et parfois c'est difficile parce que l'entreprise est un peu à bout, l'expert comptable n'est pas toujours payé de ses honoraires, donc c'est un surcroît de travail. Dans certains cas, ça n'est pas envisageable. Dans certains cas, la relation avec votre client est dégradée à un point tel que vous dites, écoutez, ça va bien. Dans d'autres cas, qui sont quand même les plus nombreux, il faut effectivement un petit surcroît de travail pour les aider, les assister et avoir cette notion de conseil qui s'écarte un peu du travail au quotidien de tenue de comptabilité. Oui, parce que les prévisions de trésorerie, c'est très technique en redressement judiciaire. Les services financiers des sociétés ne connaissent pas toutes ces règles de gel du passif et prévoient dans leurs prévisions le paiement habituel des charges sociales, y compris les charges qui sont nées avant le jugement, alors qu'elles ne doivent pas être prises en compte dans les prévisions de trésorerie. Donc votre rôle est vraiment essentiel. Faites-le évidemment en coordination. Si vous n'êtes pas familier de ces procédures, avec un avocat qui vous expliquera les règles de gel du passif, parce que certains passifs échappent à cette règle d'interdiction de paiement, mais c'est très technique. Donc les clients ne savent pas le faire. Alors, moi, je suis censée vous parler du plan de cession. Merci. Donc, alors, le plan de cession, c'est une procédure. Donc, la règle en matière de. Donc, c'est une procédure qui ne peut intervenir qu'en redressement judiciaire. Et la règle en matière de plan de cession, c'est que le plan n'est arrêté par le tribunal que si l'entreprise n'est pas en mesure de présenter un plan de redressement, c'est-à-dire un plan d'appurement de ses dettes, plan dans lequel le dirigeant et les actionnaires, dans la grande majorité des plans, restent aux manettes, conservent leur entreprise. Je vous dis dans la majorité des plans parce que, on peut faire arrêter, demander au tribunal d'arrêter un plan de redressement par voie d'entrée au capital d'un tiers. Donc, lorsqu'une entreprise vient vous voir et vous dit « Écoutez, moi je suis intéressée par la reprise à la barre de telle ou telle entreprise », vous avez un rôle important qui est tout d'abord d'examiner le passif de cette entreprise pour voir s'il ne serait pas plus intéressant pour votre client de reprendre cette entreprise en plan de redressement pour le cas où le passif est tout à fait supportable. Ça évite la reconstitution du BFR, ça évite un traumatisme trop important et s'il y a beaucoup de concurrence, ça lui donne la primauté sur les autres plans. Alors, vous aurez les slides, donc je ne vais pas vous répéter les articles. Je l'ai fait tout à l'heure parce que je n'avais pas prévu des slides là-dessus. L'objectif de la cession, c'est avant tout le maintien de l'activité, la pérennité de l'activité. Et là, les prévisions que vous allez établir pour vos clients qui sont intéressés par la reprise sont essentielles. Ce sont ces prévisions qui feront apparaître les besoins de financement, parce qu'on doit justifier au tribunal que le plan est financé. Ce sont ces prévisions qui pourront convaincre le tribunal, d'abord l'administrateur judiciaire, parce qu'il faut savoir que les tribunaux suivent quand même dans la quasi-totalité des cas l'avis de l'administrateur judiciaire, puis le tribunal. Donc ce sont ces prévisions qui convaincront ou non le tribunal de la pérennité
la reprise que vous proposez. Donc, la cession peut être totale, elle porte sur toute l'entreprise, ou partielle. On voit bien que dans les plans de cession, notamment dans les entreprises de distribution, de retail, les magasins, on voit bien qu'il y a des cessions partielles. Parfois même, si on réussit à faire preuve de bonne tactique, on se rapproche d'autres candidats et on fait en sorte que des offres conjointes soient déposées qui couvrent le périmètre le plus important possible. Donc vous avez une possibilité de cession totale ou de cession partielle. Donc les étapes les plus... Enfin, il y a 6 étapes pour moi pour le plan de cession. Vous avez tout d'abord l'étape d'obtention des informations pertinentes. Donc ça vous permet d'identifier les risques, de déterminer le périmètre, d'évaluer les actifs. Et donc ça, soit vous avez une data room électronique, il y en a de plus en plus. Les administrateurs judiciaires maintenant ont des sites, travaillent avec des prestataires, ce qui fait que vous pouvez accéder facilement à toutes ces informations. Vous pouvez également demander, dans certains cas, à rencontrer les élus. Dès lors que tous les candidats ont accès aux élus, il n'y a pas de difficulté, qui vont vous donner des informations. Et dans certains cas, on peut aussi discuter avec le dirigeant. On obtient beaucoup de choses en visitant les sites notamment, où on se rend compte de choses. Donc ça, vous avez un rôle de conseil, bien évidemment, avec votre client sur l'identification des risques. L'étape 2, pour moi, c'est les modalités, la construction de l'offre de reprise. C'est la préparation de ce fameux business plan, des prévisions d'exploitation, des prévisions de trésorerie. Vous avez des incitations fiscales. Pardon. Si vous n'êtes pas familier avec ces incitations fiscales, parce que c'est quand même très complexe, n'hésitez pas à faire appel à un avocat, notamment fiscaliste, spécialisé en la matière. Moi, je suis spécialisée en restructuring, mais jamais je ferai une recommandation fiscale. J'ai évidemment le panorama général, mais je fais appel systématiquement à un avocat spécialisé en droit fiscal parce que c'est vraiment très technique. Mais n'hésitez pas parce qu'il y a des vraies incitations. Vous avez également le contenu de l'offre avec des mentions obligatoires, la présentation de l'entreprise et surtout du candidat. Moi, j'ai vu des tribunaux où l'on pensait que tel candidat allait l'emporter. Et en fait, la présentation du candidat, de l'autre candidat, était tellement bien faite, tellement rassurante. Évidemment, il faut qu'il ait une surface financière suffisante pour pouvoir absorber le projet, mais avec également un dossier qui fait apparaître des justifications des financements, aussi bien pour le long et moyen terme que pour le court terme, des fonds propres. Voilà, ça, cette présentation de l'offre, elle est vraiment fondamentale, tant vis-à-vis du tribunal que vis-à-vis des élus. Il faut savoir que lorsqu'on parle à des élus, on ne parle pas de la même manière qu'à un tribunal. Donc moi, je fais des présentations distinctes, plus portées sur le social. Il faut que vous calculiez le coût des congés payés, le coût des avantages acquis. Est-ce que vous les incluez dans la reprise ou est-ce que vous les laissez à la charge de la procédure et donc indirectement de l'AGS? Techniquement, il faut savoir que certains droits acquis ne sont pas couverts par l'AGS. Tout ça, ce sont des dispositions très techniques, mais elles sont essentielles pour convaincre les institutions représentatives du personnel. Donc l'étape 3, l'étape 3, plus exactement, un point, je vous fais un focus particulier sur l'auteur de l'offre de la reprise parce que les règles ont changé jusqu'au 31 décembre 2020 en tout cas. L'auteur de la reprise ne peut pas en théorie être lié directement ou indirectement aux dirigeants. Tout cela, ça vient d'une règle morale selon laquelle on ne peut pas reprendre son entreprise, sa propre entreprise, sur le dos des créanciers. En réalité, il existe beaucoup de dérogations. Tout d'abord parce que dans certaines petites entreprises, tout tient sur le dirigeant.
Et si, notamment, je pense aux entreprises familiales, il peut s'agir d'une difficulté purement conjoncturelle que le dirigeant ne peut pas surmonter. Il est obligé d'en passer par un plan de cession. Ça peut remettre en cause tout l'équilibre familial, tout l'équilibre de l'entreprise si c'est une entreprise familiale. Donc n'hésitez pas là-dessus à imaginer ce type de scénario. Parce que je ne vous dis pas que c'est automatique, bien sûr, mais si vous êtes dans un secteur où personne d'autre ne peut reprendre l'entreprise, et vous savez, surtout, je le dis, avec cette période de Covid, évidemment, c'était moins facile avant, mais je ne dis pas que c'est facile, mais sachez que lorsque c'est la seule solution, forcément, les tribunaux tiennent compte de la période actuelle, et plutôt que de mettre la clé sous la porte et de liquider, il faut oser présenter un plan par le dirigeant. Les règles sont assouplies. Certes, l'interdiction existe toujours, mais là où jusqu'ici, seul le procureur de la République pouvait demander une dérogation, désormais, le dirigeant lui-même peut le faire ou l'administrateur judiciaire. On l'a vu dans des dossiers médiatisés, mais sur des dossiers plus petits, lorsque je vous dis c'est une famille, ça peut jouer. Évidemment, il faut s'assurer que l'auteur de l'offre ne fait pas l'objet d'une mesure d'interdiction de gérer, donc il faut vraiment vérifier ce point, puisque là, c'est interdit. J'ai déjà eu des mauvaises surprises de dirigeants qui cachaient la réalité, et on se retrouve à l'audience. J'ai souvenir d'une audience douloureuse à Rennes, où voilà, mon client avait fait l'objet d'une interdiction et pensait que comme cela faisait longtemps et que c'était un accident de parcours, il n'y avait pas de difficulté. Peut-être juste un mot sur la reprise par le dirigeant. Moi, j'ai fait partie de ceux qui, dès le mois de mars, ont milité auprès de la chancellerie des pouvoirs publics pour que cette faculté soit assouplie dans le droit français. Je prenais d'ailleurs pour exemple le droit allemand, où c'est autorisé et c'est très fréquemment utilisé. Et pourtant, nos amis allemands sont très pro-créanciers et pas connus pour être très tendres avec les débiteurs, mais ils sont aussi très pragmatiques. L'idée sous-jacente, c'est vraiment ce qu'a évoqué Virginie, c'est la petite entreprise, l'artisan, qui, à cause du Covid, n'a plus de chiffre d'affaires, n'a plus rien, est obligé d'aller en liquidation judiciaire ou en redressement judiciaire, dont l'outil de travail ne vaut rien ou pas grand-chose sur le marché. Et en réalité, il n'y a que lui qui peut poursuivre cette activité. Et donc, assouplir cette faculté, dans mon esprit, et je pense aussi dans l'esprit de la chancellerie, c'est de permettre à un certain nombre, est-ce que ce sera 100, 1000, 10 000, on n'en sait rien, mais artisans, petits commerçants, de finalement poursuivre une activité qui était rentable, très faiblement rentable, au tel point qu'il n'y a pas de fonds propres, il n'y a pas de réserve, etc. Mais finalement, il n'y a que. Et disant cela, ce à quoi les tribunaux et, dans leur rôle, les administrateurs judiciaires doivent être attentifs, c'est d'éviter l'effet d'aubaine. Voilà, dit autrement, celui qui se dit chouette, ça allait mal, j'ai fait du passif et je vais reprendre et je vais effacer tout ça, le parquet, l'administrateur devra s'y opposer. Voilà. Tout à fait. Et donc l'étape 4, qui est une étape très importante pour nous, avocats, qui est l'étape entre le dépôt de l'offre et le jour de l'audience. C'est l'étape de la stratégie. Donc, il faut savoir qu'en France, les offres sont déposées au greffe. Donc, nous voyons les offres des concurrents. Et nous avons jusque 2 jours ouvrés avant l'audience pour améliorer notre offre. On ne peut jamais dégrader son offre. Lorsque vous conseillez une personne qui fait une offre de reprise, soyez très prudent parce que vous ne pourrez pas dégrader l'offre. Et parfois, on prend des risques importants en se disant « mais je vais avoir des concurrents ». On s'aperçoit après coup qu'en fait, il n'y en avait pas. Et on le regrette amèrement parce qu'on a pris des risques trop importants. Alors, il ne s'agit pas de faire des offres pour 1 euro à la barre. Bien évidemment, les tribunaux restent soucieux du fait qu'on ne fasse pas passer des offres pour des prix très faibles, sauf dans certains cas très particuliers. Mais soyons prudents quand même. Donc cette période entre le dépôt de l'offre et le jour de l'audience,
Dans des dossiers de taille un peu plus importante, on peut voir parfois des offres qui sont complémentaires des nôtres, mais qui parfois se chevauchent sur certains points. Ne pas hésiter à appeler l'avocat du candidat concurrent, parce que parfois le candidat ou le candidat en direct quand les personnes se connaissent, parce que parfois le candidat est tout à fait d'accord en réalité pour réduire un petit peu son périmètre, parce qu'il se dit qu'à défaut, finalement, vous l'emporterez. Et donc, vous l'emporterez, qu'un autre candidat l'emportera, alors que s'il s'allie à vous, au moins, il aura une partie de ce qu'il voulait avoir. Donc ça, c'est vraiment une période de grande manœuvre qui est importante. On a beaucoup d'échanges, que ce soit avant ou pendant, avec les administrateurs judiciaires, voire même avec les mandataires judiciaires, c'est-à-dire les représentants des créanciers, où l'administrateur va vous dire, écoutez, il y a tel point qui est important, tel point. Parfois, alors systématiquement, on reçoit des lettres des administrateurs judiciaires qui nous demandent de préciser ou d'améliorer certains points. Parfois, on a même des rendez-vous avec le juge délégué sur le dossier, le juge commissaire. Voilà, sachez que dans certains tribunaux, c'est systématique. C'est une période très importante à ne surtout pas sous-estimer. Donc, n'hésitez pas à passer du temps pendant cette période. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose sur cette période, peut-être en tant qu'administrateur judiciaire. Je vais te paraphraser. Moi, je regrette que les offres soient déposées au greffe du tribunal parce que je pense que c'est dans l'intérêt de l'acheteur et pas du vendeur. Mais la loi est comme ça. On a eu de longs débats avec Virginie et des luttes parfois dans certains dossiers. Donc non, cette phase est très importante entre le dépôt de l'offre et 2 jours ouvrés avant l'audience. C'est là où il faut vraiment inciter votre client à bien faire ses calculs pour que le jour ultime, les fameux 2 jours avant l'audience, il fasse sa meilleure offre. Parce qu'il n'y aura pas de 3e tour. Et il n'y a rien de pire que de se dire j'en garde sous le coude et je ne fais pas l'affaire. Et c'est un concurrent qui l'a fait alors qu'il y avait de la marge de manœuvre. Plutôt que de bien fixer. C'est là où l'exercice est difficile et qu'il faut bien réfléchir et faire des calculs et avec l'aide de tiers. Alors qu'en se fixant un prix de réserve, un périmètre de réserve, pour atteindre un objectif de rentabilité, l'offre doit tangenter ce prix de réserve, cet objectif de rentabilité. Comme ça, il n'y a pas de regression, on ne l'a pas. L'offre, si on n'a pas l'affaire, et si on l'a, c'est rentable, parce qu'on a fait ses calculs. Donc il y a vraiment un travail aussi là de pédagogie en termes de tactique de négociation, de stratégie de négociation vis-à-vis du tribunal et de la procédure. Et les calculs sont très importants parce que vous avez, en matière de reprise à la barre, on pense qu'on ne reprend pas le passif du tout. Or, il y a certaines créances qui échappent à cette règle, type crédit bail, type clause de réserve de propriété. Vous allez racheter du stock qui en fait est grevé d'une clause de réserve de propriété. Le fournisseur n'a pas été payé de la totalité du prix de vente de ce stock. Eh bien, vous allez devoir, pour reprendre ce stock, le payer ou en tout cas négocier avec lui. Vous avez certains passifs des créanciers qui ont des garanties sur le fonds de commerce. Parfois, ces garanties leur donnent une possibilité de voir le prêt qu'ils ont consenti, par exemple pour l'acquisition de ce fonds de commerce, de voir les échéances restant dues transférées. Donc vous avez un rôle très important de s'assurer qu'il n'y a pas ce que j'appelle des passifs cachés. Je pense que dans tes prévisions... Ah oui, dans les prévisions, Et vous avez aussi tout ce qui est passif social latent, parce que ça, c'est quand même le 13e mois, les avantages acquis, etc., qui doivent être valorisés, puisque de toute façon, ça viendra en charge augmentative du prix de cession. Donc voilà, il faut faire quand même très attention quand vous reprenez du personnel, vous dites ok, l'offre va passer parce que je reprends l'intégralité, et derrière, ça a quand même un coût qui est non négligeable. Alors, l'étape 5, c'est le jour de l'audience. En réalité,
Une audience qui se passe bien, c'est une audience courte. Les audiences longues, c'est qu'on n'a pas réglé les problèmes avant, ou bien qu'il y a une concurrence féroce, mais en général, et parfois même, les derniers problèmes se règlent dans les couloirs. Donc toujours arriver en avance, parce qu'on récupère toujours plein d'informations avant l'audience, parce que là on croise évidemment les administrateurs judiciaires, et je vous le dis parce que pas plus tard que jeudi dernier, on a réglé des problèmes de chevauchement d'offres entre les repreneurs sur plusieurs sites. On les a réglés dans la rue, parce qu'on attend dans la rue avec ces mesures de Covid. Donc n'hésitez pas le jour de l'audience même à venir plus tôt. Mais dans la majorité des cas, il faut avoir réglé tous les points avant l'audience. Et en général, si elle dure longtemps, c'est que ça n'a pas été très bien préparé. Le jour de l'audience, il faut venir avec un chèque de banque. Normalement, l'administrateur... 2 jours avant l'audience. Oui, 2 jours avant. Mais en réalité, si on l'a le jour de l'audience, ça va. Mais 2 jours avant, tout à fait. Parfois, ça peut arriver, on prévient le client et puis on travaille tellement sur l'offre que finalement tout le monde oublie ça. Ça arrive, hein, Christophe? Et donc c'est la panique au dernier moment, mais c'est vraiment très important. Donc il faut bien l'avoir dans sa checklist, parce que sinon l'offre est irrecevable. Et donc en général, le tribunal... Alors, une audience, le tribunal entend l'avis de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire, donc le représentant des créanciers. Il entend l'avis des représentants du personnel. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, lorsque vous rencontrez les IRP, c'est très important de bien préparer votre rendez-vous. Et puis de toute façon, c'est très important parce que le succès de la reprise, ça porte énormément sur les salariés. Et une fois que toutes ces personnes ont été entendues, parfois vous avez des contrôleurs, des créanciers qui se sont fait désigner pour contrôler la procédure, s'assurer que les intérêts des créanciers ont été respectés, ou l'AGS. On entend également leur avis, et puis l'avis du dirigeant. Alors peut-être une petite chose toute bête, vérifier quand même l'origine des fonds. Parce qu'il y a eu quelques dossiers qui ont défrayé la chronique, parce que ce sont des fonds chinois notamment, où effectivement l'offre de reprise sera recalée parce qu'on ne connaît pas exactement l'origine des fonds. Voilà. Christophe, tu demandes maintenant quel est le bénéficiaire effectif ? Non seulement on demande qui est le bénéficiaire effectif de la structure candidat, mais comme un certain nombre d'autres professions, dont la vôtre, on a des obligations TRACFIN de déclaration de soupçons qu'on exerce évidemment dans certains cas, notamment lorsqu'on vous offre 3 fois le prix. Quelqu'un vient avec un plan pas bien bouclé et il dit oui, moi je paye 3 fois le prix, il n'y a aucun problème. Ah, ok, très bien monsieur. Donc là on se dit je veux faire une déclaration de TRACFIN. J'arrive au bout. L'étape 6, donc c'est après le plan de cession. Je vais être très rapide, c'est la date d'entrée en jouissance. Donc ça, en général, on la détermine en accord avec l'administrateur judiciaire. On échange là-dessus parce que, évidemment, maintenant, l'objectif de tous, ce sera que la cession se passe bien, que l'entreprise soit pérenne, que les salariés soient bien traités. Donc on le fait de manière concertée avec l'administrateur judiciaire, et c'est le tribunal qui fixe cette date d'entrée en jouissance. Souvent, c'est le lendemain du jugement de plan de cession, mais il peut arriver qu'on veuille faire un cut-off vraiment en fin de mois, donc on décale. Ce qui veut dire que c'est très rapide. Contrairement à des process d'acquisition classiques d'entreprise in bonis, où il y a une phase de due diligence, une offre, une LOI, une offre, une négociation, et puis on a une date de closing, et puis on entre en vigueur. Voilà, tout ça... est bien préprogrammé et on voit venir les choses. Là, on est en redressement judiciaire. On va avoir en ce moment Covid, à cause du Covid, de plus en plus de dossiers qui vont être ouverts avec une date pour recevoir des offres dans 3 semaines et un jugement dans 15 jours plus tard, c'est-à-dire marche forcée. Pourquoi ? Parce que la trésorerie permet une visibilité de 2 mois au mieux, et il va y en avoir plus que d'habitude.
Ça veut dire pour le repreneur que panique à bord, en 15 jours, en 8 jours, il faut monter une équipe, faire les due deals, faire une proposition, et 5 semaines après, date d'entrée en jouissance, lendemain du jugement, ça y est, on y est. C'est-à-dire que dans la structure qui est achetée, qu'elle soit ad hoc créée pour l'occasion ou déjà préexistante, on récupère 25, 100, 200 salariés sur le payroll. Le BFR est immédiat, donc c'est un côté un peu urgence et brutal qu'il faut anticiper. Voilà. Souvent, il n'y a pas beaucoup de temps. Donc, vous avez également des voies de recours, mais je ne développerai pas, c'est extrêmement rare. Et enfin, la dernière phase, c'est la rédaction des actes nécessaires à la réalisation, même si l'entrée en jouissance est automatique dès lors qu'elle a été fixée par le tribunal. Il faut quand même que des actes de cession soient passés pour que le transfert de propriété soit acquis. Pour finir, donc, les clés de la réussite d'un plan de cession, et je suis curieuse de connaître l'avis de mes camarades. Pour moi, c'est avant tout l'analyse exhaustive des documents qui vous sont remis, et n'hésitez pas à en demander d'autres, parce que parfois ce n'est pas complet et l'administrateur judiciaire même apprécie qu'on demande, parce que pour lui, c'est important que toutes les informations aient été données. Visiter l'entreprise, je vous le disais tout à l'heure, c'est essentiel. Rencontrer les salariés et les administrateurs judiciaires, les mandataires, ce ne sont pas des personnes à éviter à tout prix. Au contraire, dans les plans de cession, n'hésitez pas à vraiment avoir des échanges constructifs avec eux. Deuxième clé de la réussite, c'est le projet crédible et financé. Parfois, vous avez des clients qui viennent vous voir et en réalité, moi j'ai vu des offres de reprise financées avec du factor. Ce n'est pas possible, c'est l'échec assuré. Donc ça, c'est très important. Le projet économique industriel donc ça, il y a... Enfin, je veux dire, si on n'est pas capable de présenter un projet au tribunal et aux IRP, c'est que le plan ne fonctionnera pas. Moi, j'ai vu des dossiers dans lesquels le client venait avec des lettres des clients de l'entreprise disant, voilà, nous, on a confiance en lui, n'hésitez pas à obtenir ça, des fournisseurs habituels. Donc, des points, ce sont des points importants. Et l'homme clé. Un dirigeant. Sans dirigeant, le projet n'aboutira pas. Donc, on le voit souvent, l'origine des difficultés, sauf effectivement dans des périodes comme celles que nous rencontrons, l'origine des difficultés souvent vient du dirigeant. On n'a pas la bonne personne. Et puis, comme le disait Christophe, ça va très vite. Donc, n'hésitez pas à conseiller à votre client de se faire accompagner pendant la période transitoire par des professionnels. Voilà, et la relation de confiance, j'en ai parlé avec les organes de la procédure. Ce n'est pas les clés de réussite d'un plan. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Y compris l'homme clé, oui, c'est effectivement un leader, parce qu'il va falloir quand même reprendre d'une manière très rapide une entreprise, connaître son historique, etc. Enfin, c'est vraiment un vrai leader et quelqu'un de charismatique. Alors, est-ce que vous auriez des questions sur l'ensemble? Nous avons brossé quand même de l'ensemble des procédures, de l'état de cessation de paiement, de l'organisation des plans de cession et surtout du rôle important de l'expert comptable dans toutes ces procédures et des missions complémentaires que vous n'aviez peut-être pas en tête, mais qui existent réellement. Et je pense que l'effet du Covid sur nos entreprises vont nécessiter pour nous des missions complémentaires dont on n'avait pas l'habitude enfin, en l'occurrence, on n'avait pas l'habitude de faire. Non. Avez-vous des questions? Ah. Oui. Alors, je répète la question parce que ça, c'est pour la vidéo. Donc, est-ce que vous avez des précisions? Oui, désolé aussi. Sur la procédure pré-PAC. Pré-PAC session. Alors, quelques précisions techniques. La procédure de recherche de repreneur
doit se faire dans le cadre d'une conciliation, donc ouverte préalablement. Et lorsque ce processus aboutit à la présentation d'une ou plusieurs offres, ou à la réception d'une ou plusieurs offres, l'entreprise sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, et à l'audience d'ouverture et dans les documentations fournies, cette offre ou ces offres figurent. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, en ayant démontré que le processus a été suffisamment ouvert, même s'il a été confidentiel, pour que le tribunal pense que c'est effectivement la meilleure offre dans le délai imparti, dans les contraintes, à ce moment-là, le tribunal va ouvrir un redressement judiciaire et fixer immédiatement la date à laquelle l'offre ou les offres vont être examinées à l'audience. On parlait tout à l'heure du délai entre l'ouverture d'un redressement que je qualifiais de rapide tout à l'heure, délai à 6 semaines, audience 15 jours après, jugement 15 jours après, tout ça, ça fait 2 mois. Là, en prépa-accession, on peut, le tribunal peut dire, très bien, j'ouvre le redressement, j'examine les offres, celles que j'évoquais tout à l'heure à 6 semaines, je les examine dans 15 jours. Et donc, à cette audience, le tribunal examine les offres et rend sa décision. Dans ce process-là, malgré tout, tout tiers peut proposer une offre, tout tiers qui n'aurait pas été contacté auparavant, dans les 8 jours avant l'audience. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Partiellement, en tout cas. Y a-t-il d'autres questions? Oui, d'autres questions? Oui, à gauche. Alors, tout à l'heure, j'ai évoqué la date du 24 août, qui est la fin de la suspension de l'obligation de faire la déclaration de cessation des paiements dans un délai de 45 jours. Pardon, c'est un peu long comme définition. Dit autrement, les entreprises entre le 16 mars, en réalité le 12 mars, jusqu'au 24 août, n'avaient pas l'obligation de procéder à cette déclaration de cessation des paiements, donc une période de gel, de suspension, de protection. Ce délai de 45 jours a recommencé à courir depuis le 24 août dernier. Donc une société qui est en cessation des paiements au 24 août doit, dans un délai de 45 jours, soit jusqu'au 7 octobre maximum, procéder à une déclaration de cessation des paiements, sauf entre-temps à faire disparaître la cessation des paiements, soit que le passif est moratorié, par exemple dans un mandat ad hoc, soit qu'un PGE est obtenu, soit qu'une réserve de crédit est obtenue. Donc tous les éléments qui peuvent faire disparaître l'état de cessation des paiements, évidemment, sont bienvenus et repoussent cette obligation ou la font disparaître. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui. J'avais mis le slide juste derrière, effectivement, et vous voyez apparaître sur la dernière ligne, donc oui, c'est le 23 août. Voilà, ECP, acronyme pour état de cessation des paiements, toute dernière ligne en bas. Et donc, les entreprises ont jusqu'au 7 octobre. Et juste le slide derrière, si tu peux le passer. Bien sûr. J'en ai pas parlé, mais parmi les mesures Covid qui s'appliquent encore maintenant jusqu'au 31 décembre, il y a les sociétés qui sont aujourd'hui, et parmi vos clients, il y en a peut-être, en plan de continuation ou en plan de sauvegarde. Un plan qui s'est allé sur encore 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, si c'était au tout début du plan. Jusqu'au 31 décembre, on peut demander au tribunal d'aménager ce plan. Et 2 mesures principales pour faire court. On peut prolonger ce plan de 2 années, donc passer de 10 ans maximum à 12 ans maximum, 15 ans, 17 ans pour les agriculteurs. Mais, point encore plus important, on peut, notamment pour les 2 années qui viennent, s'affranchir d'une règle qui veut qu'au minimum 5% du passif soit réglé chaque année, au-delà de la 2e année. Dit autrement, on peut, et maintenant jusqu'au 31 décembre, solliciter du tribunal que, par exemple, le dividende du plan échu en 2020 soit de 0, et en 2021 aussi. Et donc, c'est une mesure destinée à faciliter ce passage difficile dû au Covid. Donc, je vous le dis, pensez-y. Peut-être que vous avez des clients actuellement en plan.
En principe, ces sociétés ont un commissaire d'exécution du plan, qui est soit l'administrateur, soit le mandataire judiciaire, et ils ont cet échange. Mais c'est pas mal de diffuser l'information. Voilà. Et peut-être troisième point, c'est qu'en fait, vous avez une radiation possible des mentions sauvegarde et redressement judiciaire qui, avec les ordonnances, est passée à 1 an. C'est-à-dire que passé 1 an que vous étiez en sauvegarde, vous pouvez demander la radiation, enfin logiquement c'est automatique, mais demander la radiation de toutes les mentions sur l'extrait cabis. Ce qui peut être important pour les clients, notamment dans les appels d'offres, etc. Voilà, sauvegarde et redressement judiciaire, puisque le redressement judiciaire c'était au bout de 3 ans. Donc ça a été réduit à 1 an pour tout le monde. Ce qui veut dire que quand l'entreprise prospecte des clients et que le client cherche sur le cabis ce qui s'est passé, il n'y a plus rien. Donc c'est un facteur de confiance évidemment supplémentaire. Il y a également une mesure, c'est en matière de conciliation. Le débiteur peut demander au président du tribunal, au juge de la conciliation, de prononcer la suspension des poursuites à l'égard de tel ou tel créancier désigné. Donc quand vous avez un créancier qui ne veut rien entendre, qui est récalcitrant, eh bien voilà, on peut aller jusqu'à lui imposer. Évidemment, ce n'est pas la voie qui est choisie en priorité par le mandataire, par le conciliateur, mais si vraiment on fait face à un blocage, une incompréhension totale du créancier, alors on peut demander cela au juge de la conciliation. Oui, on peut imaginer que dans beaucoup de dossiers de commerce avec un bailleur qui poursuit la résiliation du bail, ce soit une mesure qui va être utilisée. Il s'agit de petits commerces ou de grandes chaînes. C'est clair. Autre question? Ah, du coup, c'est éteint d'office. Ah non, c'est là. Non. Non. Désolé, nous ne voyons plus rien, mais... Non, bah écoutez, merci beaucoup. Merci Maître Thévenot, merci. Merci à vous. Merci à vous, merci de votre présence. Attention.